Bonjour Olivier Claire, Bonjour Lilou, comment ça va? ça va bien depuis la dernière fois? Ouais, ça fait un Depuis petit la moment là. grenouille, depuis la Depuis grenouille. la grenouille, voilà. Mais on reste dans l'eau cette fois, hein. Maintenant on a la La grenouille a rivière. sauté dans la rivière. Alors Olivier, vous êtes auteur, journaliste, traducteur spécialisé dans tout ce qui touche au mieux-être, c'est ça, toute la spiritualité, la santé, le développement personnel, même le chamanisme. Exactement, oui. Et à travers toutes ces petites analogies, en fait, vous essayez, non, vous aimeriez encourager les gens en fait à développer leur esprit analogique. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, on parle beaucoup de cerveau gauche, cerveau droit, hein, depuis un certain nombre d'années, et on sait qu'aujourd'hui on a un système scolaire qui ne développe pratiquement que le cerveau gauche, c'est-à-dire nos fonctions analytiques, verbales, rationnelles, logiques, la capacité de classer, de distinguer, de séparer, d'organiser les choses, qui est très utile, qui est même indispensable, mais qui n'est pas suffisante. On a aussi besoin de toutes les fonctions du cerveau droit, c'est-à-dire la capacité de rêver, d'imaginer, la capacité de faire des liens, des synthèses, d'avoir une vision globale des choses. Et il se trouve que le langage symbolique, le langage analogique, métaphorique, est un outil extraordinaire justement pour développer ces fonctions-là du cerveau. Donc effectivement, moi j'utilise beaucoup les métaphores, les allégories, les paraboles, parce que ce sont de petites graines de sens qui permettent de tout d'un coup créer des liens, d'organiser, de structurer nos connaissances d'une manière complètement différente. Ces graines de sens, ces métaphores nous parlent, on les retient, elles viennent tout d'un coup organiser notre vécu personnel ou ce qui nous arrive dans notre couple ou ce qu'on fait au niveau du travail ou de nos engagements associatifs. Et ça éclaire, ça donne un sens, ça nous donne un rapport aux choses aussi qui nous fait distinguer des liens, là où la vision analytique cerveau gauche nous fait tout fragmenter, tout séparer. Et ça nous fait prendre du recul aussi. Ça nous fait prendre du recul, oui, et puis ça nous amène derrière la surface des choses, dans le sens, dans le principe, dans les lois qui animent les phénomènes qu'on observe. On avait parlé la dernière fois de la grenouille, on pourrait parler cette fois de la métaphore de la rivière. Euh, une simple idée comme ça, une simple métaphore comme ça, c'est inouï le nombre de domaines où on trouve à l'appliquer. C'est-à-dire qu'on a un petit principe et on va pouvoir infuser ce sens et cette idée-là dans des tas de domaines qui tout d'un coup vont prendre comment dire, un aspect différent, un relief différent. Moi, je suis toujours étonné de voir le nombre de gens qui m'envoient un petit mail, un petit courrier pour me dire, ah, telle et telle des métaphores que vous développez, ben, elle m'a aidé à mieux comprendre ce que je vivais dans mon couple, ou elle a donné un nouveau sens à ce qui se passait dans mon travail ou ailleurs. Hmm. Puis ça permet de se relaxer un petit peu, de ne pas prendre forcément personnellement et quand même d'en tirer certaines leçons. Voilà, oui, puis en plus c'est un côté qui est vraiment ludique. C'est une façon, on se met comme ça une idée dans la tête, puis tout d'un coup on découvre que les choses, voilà, se présentent d'une manière qui est toute nouvelle avec le même matériau de base qu'on a au départ. Hmm. Oui, il y a ce petit exercice dans le livre que j'ai trouvé assez sympathique, mais j'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu mieux enfin nous expliquer directement, je veux dire, le coup du triangle équilatéral. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, j'explique que donc le langage métaphorique, analogique permet ça. Et j'explique aussi que finalement, dans les choses les plus simples qu'on puisse utiliser, il y a les symboles géométriques. Et je prends l'exemple du triangle en disant si chaque matin, pendant une semaine ou davantage, vous regardez un triangle équilatéral et que vous méditez sur ce symbole qui est archi basique, eh bien, vous allez vous rendre compte que petit à petit, dans la journée, vous allez vous mettre à raisonner de manière ternaire. C'est-à-dire, vous allez tout d'un coup chercher dans la nature tout ce qui va par trois. Le père, la mère, l'enfant, les volts, les watts, les ampères. En musique, la tonique, la dominante, la sous-dominante. Vous allez voir que vos mains sont construites avec trois phalanges, avec le bras, l'avant-bras, la main. Petit à petit, simplement de mettre une graine comme ça, la graine du triangle, la graine du ternaire, de l'équilibre et de la façon dont trois choses s'organisent entre elles, va vous amener à voir des tas de choses d'une manière complètement différente. Et c'est un moyen très simple de permettre aux gens de découvrir la façon dont un outil, une métaphore, une analogie vient tout d'un coup illuminer et éclairer les choses d'une manière complètement nouvelle. Mm, mm, Alors on mm. peut faire ça avec le triangle, on peut faire ça aussi avec le symbole du cercle et du point.
On peut faire ça avec le carré, découvrir comment le 4 est présent dans notre vie. Déjà là, l'écran, 4 côtés. Mais ça permet toujours de rajouter une autre dimension parce qu'on est vraiment formaté pour voir soit linéairement, soit de manière dualisante. Mais là, ça rajoute tout d'autres dimensions en fait. Voilà, et c'est intéressant justement de multiplier les regards parce que chaque fois qu'on fait une division, c'est-à-dire chaque fois que notre regard décide d'organiser les choses d'une certaine manière, eh bien, on ne voit plus que ça, mais on voit pas le reste. Si on fonctionne en dualité, on va voir les choses yin-yang, masculin, féminin, etc., mais on passera à côté du 3. Si on regarde les choses de manière ternaire, on va découvrir tout un tas de nouveaux aspects, mais on loupera ce qu'il y a dans le 4 ou dans le 5. Chaque manière de regarder le monde nous le fait découvrir différemment. Vous parlez comme moi le français et l'anglais. Quand on parle français, on est structuré à penser et à raisonner d'une certaine manière. En anglais, tout d'un coup, on se rend compte que notre pensée est différente. J'imagine que les gens qui parlent le chinois ou alors la langue Hopi, qui est encore tout autre, ont un regard sur le monde qui est différent aussi. Et je pense que plus on s'enrichit de regards différents, plus on évite de rester dans ces ornières culturelles, dans ces ornières familiales, et on se rend compte finalement qu'il y a de multiples manières d'envisager les choses. Et il y a tellement de fois où il y a des conflits finalement entre personnes ou entre sociétés qui sont simplement dus au fait que chacun a pris l'habitude de regarder les choses d'un certain point de vue, d'une certaine manière, et oublie qu'on peut les voir différemment. Comme je dis à un moment dans ce livre, la rivière, c'est une expression que j'entends depuis tout gamin, une montée, c'est une descente vue d'en bas. C'est-à-dire que selon où on se place, on a sur les mêmes choses un point de vue qui est différent. Et d'ailleurs, la troisième métaphore du livre, l'allégorie des 12 photographes, est justement consacrée à cette question du point de vue, de l'opinion et du regard qu'on porte sur les choses. Est-ce que vous pourriez nous parler plus justement des enseignements de la rivière? Parce que c'est quand même super intéressant, c'est très riche. Oui, alors effectivement, parce que la rivière a donné le titre à ce livre, donc je me suis amusé à avoir ce titre paradoxal, même lorsqu'elle recule, la rivière avance. Pourquoi? Parce que quand on regarde le tracé, j'ai eu un moment de noir là, lorsqu'on regarde le tracé d'une rivière sur une carte, eh bien on a l'impression des fois effectivement, voilà, exactement comme sur la couverture, qu'elle avance dans un sens et puis qu'elle recule dans l'autre et puis qu'elle repart. Donc quand on a une vision à plat, superficielle des choses, on peut vraiment avoir l'impression que les choses vont et viennent, avancent et reculent. Pourtant, on sait très bien que si on regarde la pente que suit une rivière depuis sa source jusqu'à la mer où elle se jette, eh bien la pente est constante. Jamais une rivière n'inverse son cours. Et je trouvais que c'était justement une très jolie métaphore de situation qu'on voit dans notre vie, où des fois on a l'impression soi-même dans sa vie de se dire j'avance plus, je fais du surplace ou alors j'ai régressé, on porte des jugements sévères sur soi, sans voir que des fois les détours que nous impose la vie, comme une montagne qui se trouverait tout d'un coup sur le parcours d'une rivière, sont souvent le moyen le plus rapide finalement d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et de la même manière, et même encore plus flagrant, on porte des fois sur la vie de nos proches, des gens qu'on connaît, qui nous entourent, des jugements sévères. Oui, ça va plus dans sa vie, ça fait des années qu'il fait rien, etc. On est très critique en fonction de la surface, de l'apparence qu'on voit de la vie des autres. Alors que si on comprenait les intentions profondes qui l'animent, le sens que les gens essayent de donner à leur vie, eh bien, on se rendrait compte qu'il y a une logique et il y a un mouvement qui obéit à un sens beaucoup plus profond que les apparences. C'est une jolie métaphore parce que comme de nombreuses autres, elle nous amène à pas rester à la surface, pas rester à des jugements superficiels, essayer de distinguer ce qui se joue en profondeur au niveau des intentions, au niveau du sens. Donc dans le coup, notre position face à la vie et face aux autres devient laquelle? Eh bien, c'est d'y regarder à deux fois. C'est-à-dire d'avoir ce regard spontané et superficiel qu'on a forcément au départ, puis de se dire oui, mais derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est Christiane Singer qui disait que le mot respect, l'étymologie du mot respect, c'était respecter, regarder deux fois, spectare et regarder, respecter et regarder à deux fois. C'est-à-dire ne pas s'arrêter au premier jugement, au premier regard. Et la rivière nous incite à ça. Au premier regard, on voit les choses d'une certaine façon. Au second, on se dit, tiens, les choses sont peut-être moins évidentes qu'il n'y paraît. Il y a peut-être des choses qui se jouent plus en profondeur et qui donnent un autre sens à ce qu'on observe. Ça nous amène à prendre un peu de recul et de distance et puis
à pas céder au jugement facile qu'on est facilement enclin à faire finalement. Et on a surtout un jugement assez critique vis-à-vis de nous-mêmes. Et vous avez une d'entre elles qui parle de les 12 photographes. Oui, c'est une allégorie que je me suis imaginé, que j'ai imaginé pour pouvoir illustrer la problématique du point de vue et de l'opinion. C'est incroyable à quel point on est encore sensible à l'opinion d'autrui. C'est incroyable l'énergie qu'on dépense pour plaire ou ne pas déplaire aux uns et aux autres. Et lorsqu'on arrive à se libérer de l'opinion des autres, mais on récupère une énergie absolument incroyable. Et donc, pour illustrer ce que c'est véritablement que l'opinion des autres, dont on a tellement peur, j'ai proposé cette allégorie, c'est-à-dire d'imaginer une personne dans une pièce, et puis 12 photographes positionnés tout autour, qui vont chacun prendre un cliché, une photo de cette personne. Alors, l'un a un appareil à peu près normal, l'autre un macro, l'un va utiliser des spots, l'autre pas, l'un va utiliser des filtres polarisants. Enfin, chaque photographe va finalement prendre un cliché complètement différent, l'un surexposé, l'un sous-exposé, l'un de trop près, de trop loin, l'un à peu près juste, etc. Et chacun va donner cette photo à la personne qui est là en lui disant, tiens, voilà ce que tu es, voilà à quoi tu ressembles. Et alors, cette allégorie permet de comprendre à quel point, effectivement, l'opinion que les gens se font de nous dépend totalement de leur vécu, de leur point de vue. La personne qui me trouve géniale, si ça se trouve, elle a une piètre opinion d'elle-même. Le type qui me trouve archi nul, si ça se trouve, il se prend pour une lumière. Et donc, ça permet de se rendre compte à quel point une opinion est très relative, puisqu'elle dépend du point de vue des gens. Or, ce point de vue, souvent, on prend pas le temps de l'expliciter, de le connaître, de savoir à partir d'où la personne me regarde. Qu'est-ce qui fait qu'elle me voit de cette façon-là? Et ça permet du coup d'inverser la situation, c'est-à-dire en fait, en me donnant son opinion de moi, l'autre me parle surtout de lui. Avec quel regard, avec quelles expériences, avec quels sentiments finalement il me perçoit moi-même. Donc je développe abondamment cette allégorie pour montrer en quoi elle peut nous aider à nous libérer de la tyrannie de l'opinion des autres, du besoin de plaire et de tous ces efforts qu'on fait qui sont épuisants et qui servent pas à grand-chose, puisqu'on sait bien que quoi qu'on fasse, l'opinion est quelque chose de très fluctuant et que de vouloir absolument s'y conformer, c'est une pure perte de temps et d'énergie. Vous citez dans le livre Victor Hugo en disant qui a dit rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Ça c'est dans l'allégorie du cristal et du magma. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que je pense qu'on est un peu dans ces temps où toutes ces idées sont venues, non? Oui, j'aime bien cette citation d'Hugo qui a d'ailleurs été énormément reprise par les Américains. On la trouve fréquemment dans des livres de développement spirituel ou de spiritualité américaine. Je la cite dans la métaphore du cristal et du magma. Alors juste en 2 mots, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, j'explique que lorsqu'on met un minuscule fragment de cristal, le cristal étant une matière organisée, porteuse d'ordre, lorsqu'on met ça dans du magma, c'est-à-dire le magma c'est tout l'inverse, c'est une matière en chaos complet, eh bien le cristal porteur d'ordre va petit à petit cristalliser justement, c'est-à-dire apporter son ordre et sa structure à la matière avec laquelle il entre en contact, et donc va grossir, va grandir, et petit à petit va communiquer son ordre et sa structure à l'ensemble informe dans lequel il est plongé. Et à nouveau, j'ai trouvé que c'était une très jolie métaphore de la puissance d'une idée, c'est-à-dire que une idée comme celle des droits de l'homme, par exemple, plongée dans la Révolution française, a transformé la société, a contribué à l'évolution des démocraties telles qu'on les connaît aujourd'hui. Une idée comme la non-violence semée par Gandhi dans cette espèce de magma et de chaos qu'était l'Inde à son époque, a eu des répercussions qui ont touché non seulement l'ensemble de son pays, mais le monde entier. Aujourd'hui, la non-violence a fait un cheminement incroyable. Et quand Victor Hugo dit rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu, c'est-à-dire quand les conditions sont idéales, c'est comme quand la terre est prête à recevoir une graine, et bien sitôt que cette graine est semée, elle va pouvoir rapidement germer et se développer. Et le principe du cristal et du magma peut être appliqué après à notre vie intérieure et personnelle. Quelles sont les idées qu'on va semer dans notre tête, qui vont petit à petit construire et façonner notre vie? Quelles sont celles qu'on sème dans un projet, une entreprise, quelque chose qu'on crée, ou à une échelle beaucoup plus grande, quelles sont les grandes idées forces qui ont finalement façonné l'histoire d'un pays ou d'une civilisation. Donc, et le centre revient régulièrement
dans pas mal de ces allégories, attendez, j'ai loupé mon fil là. Ah, ben, il y a les 3 premières, en fait, qui traitent Ouais, voilà. Et donc, qu'est-ce que ce centre? Est-ce qu'on a tous ce centre? Pourquoi c'est si important de trouver ce centre? Parce que ben, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'importance d'être centré, c'est un terme qu'on voit fréquemment de nouveau dans les ouvrages de développement personnel ou de spiritualité. Et j'ai utilisé effectivement 1 ou 2 allégories dans ce nouveau livre pour parler de ce que c'est le centre. On aurait pu prendre l'exemple de la roue. Vous prenez une roue, si l'essieu n'est pas au centre, s'il est légèrement décalé, ben vous avez une roue qui est bancale et puis à chaque tour, vous sautez et vous descendez. Pour que la roue tourne parfaitement rond, il faut que l'essieu soit au centre. Et on se rend compte que dans notre vie personnelle, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que plus on arrive à trouver son centre intérieur, certains appelleront ça l'âme, l'esprit, le soi, le moi supérieur, plus l'ensemble de ce que nous sommes, c'est-à-dire la tête, le cœur, le sexe, l'estomac, enfin les différentes dimensions de notre être vont arriver à s'organiser harmonieusement autour de ce centre-là. Alors qu'inversement, lorsque on est décentré, c'est-à-dire lorsque la tête prend trop d'emprise, ou lorsque les besoins physiques prédominent tout, et puis que le cœur et d'autres dimensions sont négligées, eh bien notre vie est bancale, elle tourne pas rond, littéralement. Et en réalité, on a des heurts, on a des secousses, on est ballotté de droite et de gauche, comme si quelque chose cherchait en nous à trouver le point où s'équilibre notre vie de famille, notre vie personnelle, notre vie spirituelle, les soins qu'on prend de notre corps, etc. Et alors la première la métaphore, le cristal et le magma, traite d'une certaine manière aussi du point, du centre dans la roue. La seconde, avec la capitale et le Voilà, pays. je faisais référence à celle-là surtout en fait. Voilà, ben parce que j'expliquais qu'effectivement, les généraux autrefois, ou le roi qui envahissait le pays d'à côté, il n'allait pas perdre son temps à prendre ville par ville et village par village. Il fonçait directement vers la capitale, c'est-à-dire le centre. Une fois qu'il avait la capitale, eh bien, en général, le pays tombait, puisque la capitale, c'est le lieu du pouvoir, c'est le centre d'où partent les ordres, la communication et tout le reste. Et j'illustre comment on retrouve ce phénomène dans de nombreux autres domaines. On le retrouve dans la cellule, où l'essentiel de l'ADN se trouve au centre de la cellule. On le retrouve dans l'atome, où la puissance nucléaire est également au centre. On le retrouve pratiquement dans tous les domaines. Et c'est intéressant de voir qu'en biologie, en physique et dans d'autres domaines, eh bien, on est en train de chercher ce qui se passe dans le centre, parce que l'ordre, l'intelligence, le sens, l'énergie partent du point central, partent du centre. Donc est-ce que notre centre ne serait pas ce cœur qu'il faudrait guérir? Et puis ensuite tout partirait de là. Alors, je suis pas sûr que le cœur soit le centre. J'aurais plutôt envie de dire que le centre, c'est une dimension spirituelle qui a une composante d'amour, mais qui a aussi une composante de sagesse, ou on pourrait dire de discernement. Alors, c'est vrai que dans une société comme la nôtre aujourd'hui, qui a été tellement loin dans l'intellect, dans le mental, dans l'analyse, etc., eh bien, ce premier contact qu'on essaye d'établir dans une dimension qui nous dépasse, on va dire une dimension de transcendance, il passe beaucoup par le cœur. Mais que le cœur, dans sa dimension supérieure, on va dire, qui est l'amour comme un état de conscience et pas simplement l'affectivité, je dirais, ordinaire. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui dans le développement personnel de cette dimension d'amour-là, qu'incarne un certain nombre d'auteurs en particulier. Mais je pense que dans l'absolu, cette dimension spirituelle qu'on cherche de plus en plus aujourd'hui à manifester dans notre vie, elle a à la fois cette dimension d'amour et, comme je disais, une dimension aussi de véritable sagesse. L'amour qui n'est pas éclairé, qui se répand de manière un peu inconsidérée, peut amener des débordements qui sont pas forcément toujours non plus souhaitables. Et on trouve des êtres qui ont à la fois une dimension d'amour extraordinaire, mais une dimension de sagesse, de discernement, etc., qui donne à leurs actes encore plus de pertinence, de force et de justesse. Merci Olivier d'avoir passé ces quelques instants avec nous. J'ai eu beaucoup de questions, mais bon, pour les personnes qui veulent en découvrir plus, ça peut toujours lire votre livre, La rivière, le petit dernier. Voilà, même lorsqu'elle recule, la rivière avance. Et il y en a un autre qui sort très très bientôt, enfin à la fin de cette année, c'est ça, à la rentrée de cette année, le 12 Oui, le prochain. Alors le prochain sera très différent, puisqu'il parle de ma rencontre avec Miguel Ruiz au Mexique en 99.
Et l'immense cadeau qu'il m'a fait à l'époque, il s'appelle Le don du pardon. Donc effectivement, cet ouvrage sortira au mois de septembre prochain et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Carrément, carrément. Merci Voilà, je Olivier. voudrais juste encore faire un dernier petit, Ah oui, oui, juste un oui. dernier petit mot, le sous-titre de ce livre-ci, 9 histoires à vivre debout. Je le dois à Fabienne Marsaudon et je voulais la remercier, voilà, d'avoir trouvé un si joli sous-titre à ce livre. Parce que dans le coup, vivre debout, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Dites-nous tout. 9 histoires à vivre debout, moi, je trouve que c'est une belle expression, c'est-à-dire c'est des histoires qui nous aident à vivre en position verticale, à avoir une dimension ouais, de verticalité dans notre rapport à la vie. Hmm, merci. Voilà. Merci. Merci aussi.